L'instant Lovecraft, c'est le 48, mais attention, presque le 47 bis, puisque vous savez qu'on a exploré, épisode précédent, la chambre que Lovecraft avait Clinton Street, à Brooklyn, durant l'année 1925, et pour laquelle il avait fait, à l'attention de sa tante Lillian, restée à Providence, un plan extrêmement complet qu'on avait regardé en détail. Début 1926, il n'en peut plus de New York, les finances sont au plus bas, la relation avec Sonia se défait, et puis c'est le moment où arrive une grosse période de création, en particulier l'appel de Cthulhu, C-T-H-U-L-H-U, il dit dans une lettre que ça se prononce Cthulhu. Et d'autres textes qui vont venir comme ça dans une énorme vague qui sera associée à son retour à Providence. Lovecraft donc revient à Providence en 1926. Il meurt en début 1937. Dans cet espace de 11 ans, il y a 1926-1933, 7 ans dans la même chambre, dans une maison qui est tout en haut, comme ça, de la vieille colline universitaire, Barnes Street. C'est toujours une maison qui sert, comme ça, de logement collectif, maintenant plutôt pour des étudiants. Elle est en haut de la ville, tout près de ce Prospect Terrace, ce petit square, là où on voit le soleil se coucher sur la ville, et où Edgar Poe venait aussi du temps où il habitait, où il était amoureux dans ce même quartier. Et c'est Lillian qui trouve ce logement quand Lovecraft souhaite revenir de New York à Providence. L'avantage étant que c'est des petites chambres indépendantes, mais qu'ils peuvent être tous les deux comme ça dans cette maison. Au premier étage, il n'y a pas une grande vue, les maisons sont assez serrées, proches des autres, du moins ce qu'on peut en juger aujourd'hui. Mais pour Lovecraft, c'est formidable. En plus, c'est tellement petit, exigu, que ça reste dans leurs moyens à tous les deux. Alors le plan qu'il dresse, c'est celui-ci. Il est gribouillé, complet. Bien sûr, comme il est à Providence, il l'adresse aux copains restés à New York, Frank Belknap Long, mais il met comme ça tous les détails. Il va même jusqu'à préciser que sur tel mur, il a mis une toile peinte par sa mère, une rose peinte par la mère de Lovecraft, qui va être au-dessus de lui pendant toutes ses écritures. Encore une des choses comme ça disparues après sa mort. Le gros gribouillage, c'est la cheminée, mais sur le manteau de la cheminée, il a pu mettre une vieille pendule appartenant évidemment toutes ces choses importantes pour lui. C'est ce qui vient de la vieille maison du grand-père Phillips, vendu quand lui avait 11 ans, une espèce de drame comme ça éternel de sa vie. Regardez par exemple au milieu de la pièce, il a replacé sa table de travail, la même qu'il avait emmenée à Brooklyn, et il a remplacé le globe qui était là par Ancestral Silver Lamp in Middle, c'est-à-dire c'est une vieille lampe à abat-jour récupérée là aussi de la maison. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Il y a 3 fenêtres. Les 2 principales, c'est des petites fenêtres quand on se balade devant la maison actuelle de Barnes Street. Elles sont dans un angle, une à l'ouest, une au sud. Ça veut dire qu'il y a du soleil l'après-midi et le soir, ce qui doit être pour lui à peu près indifférent, puisque c'est l'heure où il se lève l'après-midi et qu'il travaille que la nuit. Mais il a mis son bureau dans l'angle, le bureau juste là, comme ça, donnant sur les arbres, le bureau et la chaise. Évidemment, c'est là aussi où il fait son courrier. Les heures de courrier sont beaucoup plus importantes quantitativement que les heures de création. Il a ramené ses petits tabourets, des hassocks. Il y en a 2 si je me trompe pas. C'est mis là toujours aussi le fauteuil à bascule rocker, et puis la Morris Chair, cette chaise avec des coussins qui sert à lire tout simplement. Mais justement pour Lovecraft qui lit, la chaise Morris, c'est le lieu de l'activité comme ça mentale. Et alors il y a des trucs rigolos, par exemple il nous dit qu'il est touché que la porte soit une porte à la façon
à l'ancienne façon coloniale, avec des panneaux de bois comme ça. Et alors il dessine les 6 panneaux de bois, mais il dit que la peinture c'est du marron gris, bon, ce qui nous donne tout de suite un petit peu l'ambiance. Il y a une porte murée, on ne sait pas pourquoi, une porte condamnée, pardon. Here a large folding door has been sealed and covered with bouquets. C'est-à-dire que si vous regardez les 3 murs, large glass, gros, armoire à livres vitrée, petite étagère à livres, grande étagère à livres avec une pendule, petite étagère à livres, le chauffage. D'ailleurs, c'est curieux parce que la seule photo de Lovecraft de cette période, il est juste assis devant ce chauffage. Couch, c'est-à-dire le canapé, la couchette. Bon, il n'y a plus Sonia. On dirait quand il dessine là où il dort, ça a tellement peu d'importance. C'est juste planté là, comme ça, pour s'allonger, que à peine une personne y tiendrait. C'est pas grave. Le petit coin qui est derrière, comme ça, kitchenette, alcove, c'est-à-dire, évidemment, il n'y a pas l'eau courante, mais il y a un tout petit espace. Est-ce qu'il a... Je crois qu'il avait une kettle, bouilloire, en tout cas, il peut se faire des nouilles. Ça va pas plus loin que ça. Et puis, il doit avoir les brocs à eau et la cuvette. Le matin, on va chercher son eau sur le palier. Mais enfin, c'est comme ça, un poêle. Les cannes qui sont toujours derrière la porte, c'est une petite chose un petit peu curieuse chez Lovecraft. On le voit déjà à Clinton Street, à Brooklyn. Il a une collection de cannes. D'où ça vient? Pourquoi il les a? Après, apparemment, dans les lettres, on ne le voit jamais qu'il s'en achète. Donc ça doit être des reliques aussi, ça aussi, du grand-père. Bon, c'est des petites choses comme ça qui peuvent nous relier humainement à ce type. Ça, c'est la chambre de Barnes Street. Et juste à côté, il y a la tente. Et vous voyez que devant la table, comme ça, il y a la chaise et le fauteuil. Et en 1931, quand meurt la tante Lillian, elle meurt. Elle s'éteint tout naturellement. C'est une personne évidemment importante pour Lovecraft, et les 2 maris de ces 2 tantes, qui est médecin, un autre journaliste, auront, on imagine souvent Lovecraft entouré comme ça uniquement d'un monde féminin. Je pense que le grand-père et les maris, les défunts maris des 2 tantes auront comme ça un gros appui pour l'enfant pour trouver son chemin. C'est un des moments évidemment les plus émotionnels de toute la correspondance pendant des semaines. Ensuite, il est complètement dépressif et abattu. Mais elle s'éteint presque pas naturellement. Ça veut rien dire, pardon. Elle s'éteint. Et une lampe comme ça qui descend tout fragilement. Lovecraft, évidemment, l'assiste jusqu'au bout. Et c'est là où il raconte que, en fait, pendant 5 ans, de 1926 à 1931, tous les soirs, vers 19h30, la tante Lillian vient dans sa chambre à lui. Tous les deux, ça économise le chauffage, ça économise la lumière. Tous les deux se mettent de chaque côté de la table et ils lisent. On peut supposer qu'ils lisent d'abord le journal de Providence. Quand Lovecraft est à New York, toutes les semaines, toute l'année, Lillian lui découpe des articles dans le journal de Providence et une fois par semaine, les rejoint en gros rouleaux comme ça qu'elle lui fait parvenir. Et ils lisent tout simplement Lovecraft. Chacun lit ce qu'il a à lire. Lui aussi recommande à sa tante des ouvrages. Et puis vers 10h, 10h30, elle rentre et lui, à ce moment-là, peut commencer sa nuit d'écriture. Quelque chose qui fait un petit peu penser à la famille de Franz Kafka. Mais c'est important d'imaginer comme ça dans cette espèce de monde comme ça de cosmogonique de Lovecraft. On se bat dans les fonds sous-marins, on va dans les pôles. C'est tout ce monde comme ça, ce multimonde qui surgit de la nuit comme ça, avec toutes ses forces, comme ça, tout ça. Et puis, le soir, ils sont face à face, et puis là, on charge sa vieille tante. 1931, il reste encore presque 2 ans à Barnes Street. Et puis,
On est en 1933, tout début. Les finances vont un petit peu mieux parce qu'il arrive à vendre un peu plus de choses à Howard Tales. Il a aussi quelques clients réguliers pour ses révisions de textes. Et quand Lovecraft révise des textes, disons qu'on vous en... Le client lui envoie 3 pages et puis il en reçoit 15. Voilà. Mais bon, c'est ce qui lui permet de survivre, hein, tout simplement. Il y a la part comme ça de ce qui reste de l'héritage, c'est une petite pension de quasi rien. La tante Annie habite déjà College Street. College Street, c'est cette rue qui descend tout droit de l'université vers le vieux centre-ville. Lovecraft va très souvent dans le vieux centre, Kennedy Platz maintenant, parce que c'est là qu'on mange pas cher, c'est là qu'il trouve ses spaghettis à 5 cents, c'est là qu'il trouve ses plats de haricots comme ça. Et puis Annie, alors... Pour s'imaginer ça, cette College Street, cette rue qui descend comme ça avec le musée des Beaux-Arts jusque là, des vieilles salles, des labos, des vieux labos scientifiques de la fac qui sont aussi éclairés la nuit dans cette rue troublant. Une église qui est celle dont il va se servir dans Celui qui hante la nuit, mais en la projetant de l'autre côté de la ville. Et là, l'université possède quelques maisons. Dans le grand gaspillage des années 70, et vous savez que Lovecraft est toujours complètement ignoré à Providence, l'université a fait raser ce coin. Maintenant, c'est un beau parking. C'est même ahurissant parce que j'ai jamais vu une seule bagnole sur ce parking. Et le paradoxe, c'est que juste au-dessus du parking, il y a le bâtiment ultra neuf et moderne de la John Hay Library, où sont les manuscrits de Lovecraft. Alors, la maison qui était sur le bord de la rue, elle a été tirée. On a des photos, comme ils font aux USA. Vous savez, on transporte ça, on met 3 semaines, 5 mètres par jour. Elle a été emmenée 2 rues plus loin, au-dessus de Benefit Street. Mais la maison qu'avait trouvée Annie, c'était une maison qui était un bâtiment d'un étage qui était au fond de la cour, comme ça, là où il y a maintenant ce parking. On grimpe l'escalier, et là, il y a 5 petites pièces, toutes imbriquées les unes dans les autres. Évidemment, c'est une maison vieille et qui n'a aucune valeur. Elle sera probablement démoli pour ça. Simplement, le fait de vivre à 2, c'est de le louer comme ça tout l'étage, ça leur fait $10 chacun par semaine, $40 par mois. C'est pas rien, mais en même temps un peu plus de commodité. Lovecraft envoie à Belknap Long le plan d'ensemble de l'étage. Vous voyez, un petit truc sur l'arrière, tout au bout il y a une espèce de cheminée, et c'est devant la cheminée, il faut imaginer comme ça, c'est plein de petites cloisons raboutées en bois, en plâtre, avec donc sa tante qui doit avoir son lit juste calé dans cette cheminée, pas de place au truc. Un petit coin qu'ils appellent le dining room, donc ils vont se retrouver pour leur petit repas. Vous voyez, c'est plein de marches, 3 marches pour descendre au coin qui s'appelle kitchenette, d'autres marches pour redescendre et puis retrouver le palier, tout ça. Et 2 petites pièces jumelles, là encore... je pense qu'en étendant les bras des 2 côtés, on doit vite avoir trouvé les cloisons. Une qui sert de pièce de séjour pour sa tante, My Aunt's Living Room. Pas de porte communicante, il faut passer par le palier. Et lui, My Study. C'est-à-dire, pour la première fois de sa vie, l'endroit où il travaille sera séparé de ce qu'il appelle My Bedroom. Et miracle, si vous regardez bien, vous voyez le palier, l'escalier, le tout petit minuscule couloir qu'ils appellent avec le recoin kitchenette, il y a un endroit qui s'appelle bath. C'est-à-dire, il y a, pour la première fois, probablement des toilettes. Ça vaut le coup de le dire, non ? Quand on arrive là jusqu'à 43 ans, et puis que pour les 3 dernières années de sa vie, on aura ça chez soi. Ils ont même le téléphone, il avait déjà le téléphone Barn Street. Ça me fait toujours un petit frisson aussi, parce que le numéro c'est Dexter 2436, quelque chose comme ça. Et moi, quand je vois des vieux téléphones, j'ai toujours envie de faire Dexter 2436. J'ai l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui va répondre de l'autre côté. Et toujours pour Belknap Long, il fait le plan détaillé de la nouvelle chambre comme ça de College Street. Pour Lovecraft, je pense qu'il y a aussi
quelque chose de symbolique. C'est l'université qui est propriétaire. C'est comme si on était enfin accepté comme ça dans cette université qui pour lui un autre rôle, c'est-à-dire on n'est pas à la Brown University, c'est aussi dans toutes ces histoires la Miskatonic University, c'est-à-dire c'est comme si on venait un petit peu presque habiter dans son livre. Et puis de College Street, si on remonte, on arrive tout de suite à Angel Street, c'est la rue où était sa maison natale. Si on continue Angel sur un petit kilomètre, vous tombez sur la Zeekonk, la rivière avec ses ravins, ses natures sauvages. Là aussi c'est une grande balade. Puis si vous tournez à gauche, au contraire, sur Angel par Broome Street, au bout c'est le cimetière où il y a son père, sa mère, son grand-père, et où lui aussi sera enterré. Donc en allant voir la tombe de Lovecraft, c'est aussi penser que c'est le chemin que lui faisait pour aller saluer ses propres morts. La tante Liliane est enterrée avec son mari dans un autre endroit. Cette petite chambre, il a dû sacrifier. C'est petit, donc au milieu, il y a toujours la center table, c'est toujours la grande table principale, c'est-à-dire que la pièce est occupée au milieu, comme à New York, comme à Barnes Street, de là où sont vos livres, de là où probablement il a son écritoire, mais il a dû sacrifier le bureau. C'est-à-dire cette table, cette fonction comme ça, où d'un côté, on avait l'endroit où on se met pour écrire ses fictions, ou sa correspondance. Là, on passe comme ça des heures sur une table et l'a enlevée. Par contre, cette table centrale, et c'est aussi là où souvent il s'installe il fait du sommeil fractionné, c'est-à-dire s'endormir comme ça, et puis après se remettre à écrire. Il y a toujours la petite table d'ébène, il y a toujours partout, main row of three cases, les étagères à livres qui sont partout. Il y a toujours deux petites fenêtres, mais qui là sont de chaque côté de la cheminée, puisque donc il y a une cheminée à chaque bout de l'appartement. Il a toujours évidemment rocker, c'est-à-dire le fauteuil à bascule, la Morris Chair pour lire. Il y a toujours le guéridon avec la Remington, mais c'est que dans ces années-là, Lovecraft a complètement renoncé à dactylographier. Tous les manuscrits dactylographiés de cette époque, c'est depuis Dans l'abîme du temps, le Commonplace Book, il les donne à Barlow, et c'est Barlow qui garde le jeu entre eux, c'est qu'il garde le manuscrit et rend le dactylogramme à la place. Il y a aussi le fait que cette Remington date de 1906. En 1930, il y a 25 ans d'évolution du matériel. Lovecraft ne l'a jamais changé, apparemment n'a jamais envie de la changer, alors que dans les années 1920, il l'a acheté quand il avait 16 ans pour ses chroniques astronomiques dans le journal, et toute la période comme ça, avant New York, la période du journalisme amateur, c'est un vrai plaisir, c'est une rage que la dactylographie qui vous permet comme ça d'étendre la vitesse d'écriture. Le petit chiffonnier, bookcase, là où avec aussi toujours des livres et des livres et des livres, même là où il a sa petite couch, toujours l'endroit où on va se mettre pour quand on peut pas faire autrement que dormir, ou bien vous savez, une nuit sur deux il dort pas, et puis ensuite à 5h du matin, on va dormir jusqu'à 17h le soir, ça tombe bien, il y a une petite fenêtre. Il y a la chaise à côté où on plante ses vêtements. Voilà. Il y a juste un petit truc pour finir sur cette maison de College Street. On a 2 photos de Lovecraft sur la porte, devant la porte. C'est probablement même la dernière photo de Lovecraft qu'on connaît. À sa mort, quand il est très malade, Annie Gamwell, je ne me rappelle plus si elle téléphone ou si elle écrit ou télégraphie, tout simplement, je me souviens, à Robert Barlow pour le prévenir. Barlow, immédiatement de Floride, dit « Je viens ». Annie dit « C'est pas la peine, ce sera trop tard ». C'est dans ces documents du dernier Lovecraft qui sont tellement d'émotions là encore. Et quand Barlow arrive, Lovecraft est mort, mais
cette période qui est aussi Hanni Gamuel qui va vivre encore 3-4 ans, par exemple, fait faire par une voisine l'inventaire des livres comme ça qui occupent comme ça du sol au plafond ce petit cube comme ça d'écriture. En même temps, de ce cube, bien imaginez que Lovecraft à Noël, tous les Noëls, il est à New York chez Belknap Long. Dès qu'arrive le printemps, c'est les équiper sur la côte est, les grottes qu'il va explorer en Virginie, les voyages à Québec, les voyages dans le Vermont, les copains qu'on emmène régulièrement à Marblehead ou Salem, et puis 2 fois le voyage en Floride pour la résider, 3 mois, 4 mois chez les Barlow. Donc c'est pas un enfermement, c'est une espèce de base, mais de cette espèce de base, elle est protégée partout par les livres. En même temps, elle tisse des chemins, vous savez, c'est ce truc des tentacules, toujours dans leur trou. C'est quoi les tentacules? C'est que les fils des promenades. Lovecraft est un marcheur urbain, s'il n'a pas ses 7-8 km par jour, ça va pas. C'est la ville de Providence. Il y a une vraie joie, par exemple, dans les premiers mois où il revient à Providence, à explorer, marcher partout, aller dans les coins qu'il ne connaît pas, et en tirer même la matière ou la matière de la spatialisation, j'allais dire, des récits, puisque c'est pas quelque chose qui vient visuellement dans le récit de Lovecraft. On ne voit pas les éléments de la ville, sauf si vraiment ils sont une fenêtre, un crépuscule, une silhouette, un clocher. C'est l'effet visuel qu'on aperçoit. C'est pas du tout le rapport comme ça, la description que nous on connaît traditionnellement depuis Balzac. Mais là, on digresse, mais c'est important pour moi ce rapport comme ça, intérieur-extérieur, c'est-à-dire en quoi, par exemple, toutes les déambulations, les trajets, les chemins dans la ville qu'on trouve dans les récits sont une sorte de projection de son propre rapport, comme ça, à cet espace de livre, comme ça, avec la table au milieu, et les 2 fauteuils pour la lecture à côté, le guéridon pour la machine à écrire, et puis par contre l'espace cuisine, l'espace lit, tout ça rejeté complètement comme chose absolument secondaire. Alors, quand Barlow arrive à la mort de Lovecraft en mars 1937, c'est lui qui va hériter des papiers, il le sait. C'est lui qui aura la charge de transmettre à plusieurs amis de Lovecraft certains livres ou objets qu'il leur lègue. Et puis, c'est la tante Hanni qui dispersera tout le reste. Je disais qu'elle fait faire par une voisine un inventaire de tous ces livres. On l'a, j'en ai fait un épisode plus tôt, il y a environ 1100 livres dans cette petite piole complètement exiguë à $10 par semaine, livres qui seront dispersés à la mort de Hanni Gamuel. Barlow fait une photographie de la table de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas de photographie de l'intérieur de la chambre. Mais ce monde qu'est la table de travail, Barlow le photographie. Esti Yoshi dit qu'en 1944, dans un livre qui s'appelle Marginalia, où Barlow, pour la première fois, fait paraître des textes méconnus ou non-fiction de Lovecraft, cette photo était reproduite. J'ai passé là 3 jours, 5 jours à essayer d'être sur la piste de cette photo. Dans tous mes bouquins, mes revues, je ne l'ai pas trouvée. Soyez gentils. Si ça vous dit quelque chose, cette photo prise par Barlow et que Yoshi dit avoir vu dans ses Marginalia publiés en 1944, je serais vraiment plus que preneur, rien que de la regarder à mon tour. Je serai peut-être à Providence en juillet prochain, je vais m'en occuper. C'est peut-être ça la fin, vous voyez. On a toujours une frustration. On a ces dessins très précis, on a les emplois du temps, on a les carnets, on a toutes les lettres, et puis on sait qu'existe une image photographique qui vous montrerait la disposition, la matière, pas la couleur, mais le noir et blanc aussi donne ce sentiment comme ça de cette vibration, je sais pas. Cette photo, je ne l'ai pas, elle existe. Peut-être que c'est cette frustration, paradoxalement, qui donne un lien supplémentaire à la réalité, à la présence des choses.
Pensez comme pour Jack London et tant d'autres, on dispose comme ça, toutes ces pièces sont restées telles qu'à la mort de l'auteur. Là, c'est exactement le contraire. Il n'y a plus qu'un parking.